Salut Jihad. Salut Jérémy. Merci de nous accueillir ici chez toi. Du coup, on est dans vos beaux logos d'OVH Cloud avec un setup de dingue puisque tu nous as eu le studio d'OVH pour enregistrer ce podcast. Exactement, et puis c'est avec un grand plaisir. Merci à toi aussi d'avoir fait le déplacement jusqu'à Paris. Donc voilà, on n'a pas le beau soleil de Barcelone, mais c'est déjà ça. On n'a pas le beau soleil, mais il y a plein de gens sympas, donc c'est ça vaut largement le coup. Trop cool. Bah écoute, je suis ravi d'enregistrer avec toi. Ça fait quelques mois qu'on en parle déjà, donc ça y est, on concrétise enfin. Exactement. Je vais te rappeler un peu le plan, la structure du podcast. Comme ça, si certaines personnes nous écoutent pour la première fois, ils comprendront un petit peu comment ça fonctionne. Te redire aux personnes qui nous écoutent que s'ils nous écoutent en français, c'est nos vrais nous. S'ils nous écoutent en anglais, c'est des faux nous. C'est presque nous, mais... on n'est pas responsable de ce qu'ils vont dire en anglais. On n'est notamment pas responsable de l'accent. Alors, ce qu'on dit, normalement, c'est vraiment nous, mais, mais l'accent, puisqu'on passe après le podcast dans la moulinette d'Eleven Labs pour pouvoir le publier également en anglais. Okay. C'est vraiment pas mal comme effet. Il manque un peu d'émotion encore à mon goût, mais ça commence vraiment à être très cool. Voilà, donc je vais te poser une question. On va parler des agents IA aujourd'hui, le vaste sujet. Toi qui es très experte sur l'AI de manière générale, tu nous en diras un peu plus après, mais je vais te poser une question et puis comme je suis un peu schizophrène, tant qu'à faire, il va y avoir 3 mois dans ce podcast. Un Jérémy de 10 ans, un Jérémy d'une 20aine d'années et un Jérémy plutôt d'une 50aine d'années. D'accord. Et je te poserai les questions. Donc l'idée, ça va être que tu m'y répondes sous cet angle-là. Pour pouvoir, les 3 étages de la fusée traditionnelle, c'est un peu 10 ans pédagogie, 20 ans on peut développer, on peut être très curieux. Et puis 50 ans, c'est peut-être plutôt, pourquoi pas, combattre un certain scepticisme. Enfin, convaincre, développer des concepts un peu plus complexes éventuellement et autres. Et puis, qu'allais-je te dire d'autre ? Ensuite, on parlera de toi, évidemment, quand même. Comprendre ce qui t'a amené et du coup ce qui nous a amené jusqu'ici. Et puis, dernière question qui nous tient à cœur chez The Tech Nation, avec une question sur l'impact. Est-ce que ça te va comme programme ? Très bien. Comme menu ? Super. Cool. Bon, alors on démarre. Du coup, la question que va te poser ce petit Jérémy d'une 10aine d'années pour démarrer, c'est Jihad, est-ce que les agents IA vont changer nos vies ? Et si oui, pourquoi ? Comment ? J'adore le concept déjà. Enfin, j'aime beaucoup le faire en 3 étapes et surtout la première question de se mettre dans la peau d'un enfant. On va dire j'ai un peu l'habitude parce que j'ai un petit neveu qui est très curieux. Alors, il n'a pas 10 ans, il a 7 ans. Et il s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait, il pose beaucoup de questions sur nos jobs et tout. Donc, si tu veux que le Jérémy ait 7 ans, moi, ça me va parfaitement. Peu importe. Au début, je disais toujours 7 ans, et puis 2-3 fois, comme je ne suis pas encore papa, on m'a dit que 7 ans, c'était un peu tôt pour comprendre ces concepts-là. Ouais, ça dépend des enfants, parce que lui, il arrive vraiment à bien capter les notions et tout. Du coup, si je devais expliquer en fait en quoi les agents peuvent changer notre vie à Jérémy de 10 ans ou à mon petit-neveu, on va dire, de 7 ans, en fait, c'est assez simple. Il faut imaginer les agents comme un copain invisible qui est super intelligent et qui va t'aider à réaliser plein de petites tâches, à t'accompagner dans ton quotidien sans vraiment tout lui dire. Donc, il va essayer de le faire de manière un peu autonome et c'est vraiment ce point-là qui est important dans les agents. On peut imaginer, par exemple, Jérémy de 10 ans qui a envie de lancer sa musique préférée. Ouais. Au lieu d'aller prendre un portable qui ne sait pas forcément utiliser ou autre pour lancer la musique, il va demander à un agent, il va lui dire « lance-moi ma chanson ». Et donc, l'agent, il va le faire sans forcément lui demander comment le faire. Donc, il y a aussi ce côté autonomie, capable de réaliser des tâches de manière autonome. Donc, c'est exactement ça un agent, c'est quelque chose qui est là pour interagir, on va dire, avec son environnement, réfléchir, prendre des décisions et derrière agir. Donc, un peu ces différentes étapes. Donc, c'est comme un vrai assistant. Trop bien. Et ça se matérialise comment ? Pourquoi est-ce qu'on commence à en parler beaucoup maintenant ? Qu'est-ce qui a changé ? Allez, pardon, je reprends ce Jérémy de 10 ans, si c'est moi qui commence à t'emmener sur les mauvais trucs. Et donc, Tata, puisque je suis ton neveu, pour l'occasion, Tata, pourquoi est-ce que c'est nouveau, ça, les agents IA ? Pourquoi est-ce qu'on commence à en parler maintenant et on n'en parlait pas il y a quelques années ? Alors, c'est nouveau, on va dire, pour le grand public. Par contre, c'est quelque chose qui existe, qui a évolué. C'est pas quelque chose qui a apparu, on va dire, du jour au lendemain. Si on reprend, par exemple, Siri, que tu retrouves dans l'iPhone de papa-maman, en fait, derrière, on peut parler d'agent IA. C'est-à-dire, on a un agent
avec qui tu peux interagir et à qui tu peux poser des questions et lui demander de faire des tâches, comme par exemple faire un rappel, programmer des choses. Un autre exemple, c'est aussi les aspirateurs robots. Les aspirateurs robots, c'est une sorte d'agent IA, en fait. C'est quelque chose qui va mapper, on va dire, la pièce, réagir en fonction des obstacles qu'il va rencontrer et changer, on va dire, sa direction. Donc, c'est des choses qui existent déjà. Aujourd'hui, on arrive plus à un niveau de maturité. Et donc, du coup, on peut le retrouver, l'ajouter, l'intégrer plus facilement dans notre quotidien et surtout au niveau professionnel. Ok, donc si j'ai bien compris, du haut de mes 10 ans, donc mon robot, c'est déjà un agent parce qu'il a appris à faire une tâche, il a une certaine intelligence, il a compris que là, il y a le canapé, là, il y a la pièce, etc. Il les évite, mais son boulot, c'est de passer l'aspirateur. Exactement. Et là, ce qui change, si j'imagine que s'ils peuvent être mon copain, c'est parce que ils deviennent plus proches de l'humain, et ils commencent à avoir une intelligence. Et puis, si je suis un enfant, je peux te demander, mais du coup, et ça veut dire qu'ils ont une émotion aussi, ces agents, potentiellement? Alors, l'émotion, on n'y est pas encore. L'intelligence, pareil, donc c'est une sorte d'intelligence, c'est pas l'intelligence comme on entend l'intelligence humaine, mais ces agents, en fait, on va les entraîner, on va leur apprendre à faire des tâches, à réfléchir et à trouver des moyens pour réaliser ces tâches de manière autonome. Ok. Waouh, trop bien. Super, explication géniale. Ça fait plusieurs fois qu'on parle d'agents et ça apporte encore une autre vision. Donc, je vais grandir un peu. Ok. Grâce à la super éducation que j'ai eue, j'ai maintenant une vingtaine d'années. Je prends toujours cet exemple-là, mais je trouve qu'il me parle bien. Là, imagine que j'arrive en stage chez OVH dans ton équipe. Du coup, je démarre ma vie professionnelle. Je suis au tout début de ma vie active. Tous les vingtenaires ne sont pas tout fou tout flamme, mais je sais pas pourquoi. Ça dépend desquels. J'ai envie de revenir à mes 20 ans et donc je dis toujours que je suis tout fou tout flamme à cet âge-là. Non, mais donc moi pour le coup, l'intelligence artificielle et autres, ça y est quoi, j'ai baigné dedans, je comprends la logique. Par contre, là, j'ai envie de te demander, Jihad, qui est un agent, ouais, très bien. Moi, déjà, premier truc, je fais pas encore bien la différence entre mon Mistral ou mon ChatGPT ou mon Claude ou que sais-je. Lui, c'est un agent ou pas? Alors, c'est une très bonne question parce que moi, je le remarque en fait, que ce soit avec des clients ou même parfois des solutions, il y en a beaucoup qui utilisent agent IA et chatbot IA de manière interchangeable. Et en soi, c'est compréhensible parce que les deux, ils ont pas mal de similitudes, ils ont pas mal de points en commun, mais c'est différent. Il y a quand même une différence. Alors, pourquoi c'est très confondu, on va dire, les deux parce que déjà, les deux, ils se basent sur le NLP, le Natural Language Processing. C'est quoi? C'est la technologie qui va permettre, en fait, à un ordinateur de comprendre le langage humain. Et comme ça, on n'a pas besoin, pour échanger avec l'IA, on n'a pas besoin, on va dire, de coder, mais on va plutôt lui parler avec notre langage, lui poser les questions, comme par exemple, moi je te pose une question, Jérémy. Okay. Donc ça, c'est le premier point en commun. Le deuxième point, très souvent, les deux, ils sont basés sur les LLM, justement. Donc tous les exemples que tu as cités, les Large Language Models, donc qui vont permettre de générer le langage et donc du coup de répondre en fait... Pardon, mais juste pour être sûr de comprendre, juste avant, tu as parlé NLM? NLP, pardon. NLP, d'accord, ouais. Très bien. Okay. NLP, c'est le Natural Language Processing qui va permettre... C'est le fait du langage comme le français, l'anglais ou autre, et pas du code, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et par rapport au LLM, c'est deux notions qui sont différentes mais proches, non? Oui, et sont complémentaires en fait. Quand on va faire un chatbot, on va utiliser le NLP qui va permettre la partie, on va dire, compréhension, traitement du langage naturel, et le LLM qui, lui, il va générer le langage, donc en se basant, et répondre à nos questions en se basant sur tout ce qu'il a appris auparavant. D'accord, donc le NLP, c'est le fait... C'est l'interface finalement, l'IHM, qui fait que je peux lui parler en français et pas coder? Alors, c'est pas l'interface, mais oui, c'est la technologie qui va permettre de faire ça. C'est pareil, c'est des algorithmes, c'est des modèles qui existent de NLP qui permettent de le faire. Et la notion d'LLM, puisqu'on va un peu plus loin dans la technique, c'est le fait que cette IA, ce LLM, va comprendre un très large éventail de langages de manière extrêmement... Et surtout, il est capable de répondre en fait à plusieurs questions sur plusieurs thématiques parce que son apprentissage, il a été énorme en fait. D'où le nom Large Language Model,
parce qu'en fait, l'apprentissage a été sur une immense quantité de données. Ok. J'ai des tonnes de questions dans la question, mais il faut que je te laisse me répondre à la première question que je t'ai posée. La première question qui était... C'était, je te demandais si... la différence chatbot et exactement. agent. Ouais, donc chatbot, mon chat GPT ou mon Mistral, c'est un chatbot, c'est ça? Alors, ChatGPT, c'est un chatbot. Pour Mistral, c'est leur chatbot, c'est le chat. Oui, c'est l'interface. Ouais. Mistral, donc du coup, c'est l'entreprise. Et donc Mistral, ils ont plusieurs LLM. Et un LLM, il n'est pas utilisé uniquement pour les chatbots. Ça peut être utilisé aussi pour autre chose, pour faire par exemple la synthèse de documents, pour faire des traductions. Enfin voilà, un LLM, il n'est pas utilisé uniquement dans le chatbot. C'est un cas d'usage. Et donc pareil, ChatGPT, c'est le chatbot. Mais le modèle qu'il y a derrière, donc le LLM qu'il y a derrière, c'est GPT-4, GPT-3, okay. Donc voilà, il y a plusieurs versions. Donc ça, c'est le deuxième point, on va dire, en commun entre les deux. Et le troisième point, c'est que les deux, ils peuvent être connectés à des systèmes, on va dire, externes. Donc ça, c'est les points en commun. Par contre, les agents IA, ils vont plus loin, on va dire, que les chatbots. Parce que pourquoi le chatbot IA, son objectif, en fait, c'est quoi? C'est d'engager une conversation pour répondre à des questions et derrière, éventuellement, guider un utilisateur à réaliser la tâche. Donc là, c'est l'utilisateur qui va réaliser la tâche, mais le chatbot, il est là pour lui fournir les informations, on va dire, nécessaires. Un agent IA, son objectif, il est différent. On l'utilise plus pour automatiser des processus complexes. Et donc, du coup, c'est l'agent IA qui va comprendre, on va dire, son environnement, comprendre ce qu'on va lui dire, prendre des décisions et donc agir et réaliser la tâche. Donc, voilà, l'agent IA, on va un peu plus loin. On va beaucoup plus loin quand même que les chatbots IA. Ok, je viens de comprendre un truc que je n'avais pas compris, c'est le vrai Jérémy qui parle. Donc le chatbot, il va juste me répondre et me guider, l'agent, il va faire des actions potentiellement. C'est ça, et il prend des décisions aussi. Il est capable aussi de prendre des décisions et de faire des actions. D'accord, et donc ça c'est la grosse différence. Alors moi j'ai toujours un truc, je dis toujours quelque chose, mais je me rends compte avec ta définition que c'est peut-être une contre-vérité. J'ai l'impression que moi j'essaye d'être un peu plus cocorico et de passer au chat, mais j'utilise encore beaucoup ChatGPT. Okay. Personne n'est parfait. Désolé, mais... et bon, ChatGPT, la raison pour laquelle j'ai du mal à changer, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui, je l'ai beaucoup personnalisé, il me connaît aujourd'hui très bien. Il y a un historique, j'imagine. J'ai un historique, exactement, j'ai activé la mémoire. Je lui demande de faire mon style, ma personnalité dans les mails, etc. etc. Et je dis souvent, en fait, je me dis à moi, parfois je le dis dans les conversations, ça c'est déjà mon agent, parce que je l'ai un peu spécialisé pour être clone, je trouve que le mot est fort, mais en tout cas, mon espèce de super assistant virtuel à moi. Est-ce que je me trompe du coup quand je dis que c'est déjà mon petit agent ou... Alors, on va dire c'est un agent d'entrée de gamme, dans le sens où il t'assiste, donc ça reste un assistant, mais en fait, il peut aller plus loin. Tu peux l'utiliser pour automatiser des tâches, pour prendre des décisions, par exemple, je sais pas... je lui fournis pas mal de profils de personnes avec qui éventuellement tu peux faire un podcast, et il peut, en se basant sur tel ou tel critère, te dire je te conseille plutôt de contacter cette personne ou cette personne, de leur écrire le mail, d'envoyer le mail, donc tu peux aller plus loin. Donc c'est déjà un assistant, mais on va dire que tu n'utilises pas toutes ses capacités et que tu peux aller plus loin. Et si on pousse j'ai peut-être un rêve qui va devenir réalité un jour du coup, alors je sais pas, si on pousse le concept d'assistant, un vrai agent, je peux lui dire je suis à Barcelone, prends-moi mes billets de train pour aller à Paris. Et du coup, mon chatbot, il va juste me dire rends-toi sur Voyage SNCF ou Train ou je ne sais quoi. Éventuellement, il va y aller et me donner les horaires de train, mais ça va s'arrêter là. Alors que potentiellement, un agent, il est capable de me dire ok, j'ai trouvé ce billet-là, est-ce que tu veux que je l'achète? Et si je lui dis oui, il peut potentiellement, si j'ai branché ma carte bancaire, réaliser l'achat pour moi. Tout à fait. Ok. Exactement, donc dans le sens où lui, il peut même prendre une décision à ta place parce qu'il te connaît, il a appris un peu sur tes habitudes, ce que tu préfères en termes d'horaire et tout. Donc du coup, te dire, voilà la décision, entre guillemets, le meilleur train, c'est celui qui te fait arriver à telle heure à Paris. Et donc du coup, soit tu ajoutes la validation, dans le sens où non, je ne veux pas qu'il m'achète mon billet sans que je valide, ou bien il valide directement et il t'achète ton billet directement. Ok. Donc si je vulgarise beaucoup, la différence entre un chatbot simple et un agent, c'est
le fait de faire une action et potentiellement de prendre une décision. Exactement, tout à fait. Là où un chatbot, il ne te fournit que de la data. C'est exactement ça. Et donc là, on commence déjà à répondre à la question parce qu'on comprend complètement pourquoi et comment ça va potentiellement nous changer la vie. Oui, ça peut changer la vie au niveau, on va dire, personnel, dans le sens où dans notre quotidien, sur pas mal de choses qu'on fait et tout, mais ça peut aussi, dans le cadre de l'entreprise, automatiser énormément de choses, énormément de processus, et donc du coup, ce qui permet de gagner en productivité. Ok. Et du coup, alors d'habitude, je fais un peu de teasing et puis on parle de toi après. Au début, sur les premiers épisodes, on proposait aux auditeurs de deviner où travailler l'interlocuteur, mais je trouve qu'on perd des choses. Et en l'occurrence, tu nous raconteras ton programme après, mais donc toi, tu manages une grosse team AI au sein d'OVH. Donc OVH, vous êtes leader au moins français, si ce n'est européen. Dans le cloud. Ouais, Européen, oui. Donc j'imagine qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment avec les agents de ce côté-là. Est-ce que, je sais pas moi, il y a peut-être des choses que tu peux pas dire, mais est-ce que tu as des exemples sur des trucs qui sont arrivés récemment ou qui vont arriver et qui vont un peu nous changer la vie de ce point de vue-là? Alors, nous, chez OVH Cloud, on travaille sur les produits autour de l'IA, mais on ne va pas faire des cas d'usage. Donc, on est là, en fait, pour éventuellement aider les personnes à construire. Donc, par exemple, notre dernier produit qui est en bêta, qui va bientôt sortir en GA, qui est AI Endpoint. Notre objectif, c'est mettre à disposition des utilisateurs, on va dire, des modèles sur étagère qui sont optimisés en termes d'infra, qui sont optimisés en termes de performance, de qualité, où il y a le pré-traitement, le post-traitement. Et derrière, l'utilisateur, il va se concentrer uniquement sur son cas d'usage. C'est-à-dire, il va prendre les modèles qui sont déjà disponibles, donc il ne se prend pas la tête avec l'infra, il ne se prend pas la tête avec l'optimisation du modèle, et il va l'utiliser dans son cas d'usage en fonction de son secteur, ainsi de suite. Donc, on va dire, on arrive un peu en avance. Donc après, on fait des accompagnements à des entreprises, des clients qui veulent utiliser nos produits. Mais voilà, ça reste en fonction de l'entreprise derrière, de comment ils veulent l'utiliser et dans quel cas d'usage ils vont l'utiliser. Plus en plus, avant, en général, j'appelais OVH pour un morceau de cloud, je sais pas, pour une application, du stockage ou autre. Et finalement, j'imagine qu'entre guillemets, c'était simple. Et maintenant, je vais avoir besoin d'OVH pour... peut-être entraîner mes modèles dans une entreprise ou autre. En plus, j'imagine qu'avec la souveraine tech, ça doit être... il doit y avoir beaucoup de choses très importantes. J'imagine que vous devez être assez sollicité, y compris potentiellement par les institutionnels, non? Exactement, tout à fait. Et du coup, ça se complexifie beaucoup. C'est parce que, par exemple, peut-être après, on va expliquer ça, mais par exemple, nous, chez The Tech Nation, on a parfois des clients qui nous demandent, exemple, de poser un LLM sur leur propre base de données. Ok. Et à ce moment-là, c'est souvent extrêmement important selon la data. D'ailleurs, très souvent pour des raisons encore plus psychologiques que sécuritaires propres, que ce soit du cloud souverain. Et moi, j'ai compris il n'y a pas très longtemps qu'on pouvait utiliser ChatGPT, par exemple, qui est donc américain, ou même DeepSeek, qui est chinois, tout en ayant la data qui n'aille jamais en Chine ou aux États-Unis, parce qu'en fait, la data, elle va être chez vous, c'est ça? Tout à fait, exactement. Et alors... Les modèles de GPT, on ne les propose pas parce que voilà, les licences ne conviennent pas, on va dire, à nos normes en fait, chez OVH Cloud. Mais par exemple, là, on propose sur AI Endpoints DeepSeek, donc du coup, qui est un modèle chinois. Par contre, il n'y a rien qui va chez l'entreprise mère en fait, de DeepSeek. Enfin, il n'y a rien qui va nulle part, on va dire. Nous, on ne garde pas du tout les données. C'est anonymisé. Et par contre, le modèle, il est déployé sur nos serveurs qui sont basés en France, au Canada, donc voilà, en fonction du besoin du client. Et donc, il n'y a rien qui sort de nos serveurs. Et puis, nous, on ne stocke pas les données. Contrairement à d'autres entreprises, en fait, qui, eux, on ne sait pas ce qu'ils font, en fait, avec les données quand on utilise leur solution. Donc, si je comprends bien, alors là, pour le coup, c'est encore une fois, c'est vraiment moi qui suis... C'est génial, parce que je prends un cours. Ok, donc si je passe chez OVH pour utiliser un modèle, je sais pas, moi je suis une assurance en Espagne, tiens, puisqu'on est en Espagne chez The Tech Nation, et donc c'est hyper important que ma data soit ultra sécurisée et je ne veux pas qu'elle aille hors d'Europe, on va dire. Donc, par exemple, je vais vous appeler chez OVH. La data, elle restera chez vous en Europe. Donc, j'imagine que je peux choisir mon niveau de sécurité, si c'est du public, du privé, etc. Tout à fait. Et donc, si tu me fais tourner DeepSeek dessus, c'est juste, encore une fois, je vais peut-être un peu trop vulgariser, mais l'algorithme
quelque sorte, le modèle, donc l'algorithme, le code, quoi, Oui. de DeepSeek qui va tourner dessus. Mais ma data, elle ne va jamais aller physiquement dans les data centers de DeepSeek. Tout Elle à va fait. être dans les data centers d'OVH. Exactement, Ok, c'est trop exactement ça. Et en fait, au-delà, tu parlais du public, privé et tout, en fait, il y a aussi des normes, des certifications auxquelles nous, on est soumis. Et donc, du coup, par exemple, tous nos produits, ils sont HDS, donc du coup, qui est la certification pour les données de santé et qui est la plus élevée, en fait, Ok. en Europe. On peut aller aussi à un niveau plus loin, donc tout ce qui est Secnum Cloud et tout. Et donc là, vraiment, c'est en fonction du besoin du client. Mais quand on propose un modèle, que ce soit DeepSeek, on prend l'exemple de DeepSeek parce que voilà, ça fait parler, c'est un modèle chinois et Allez, tout. passons à Mistral. tant qu'à faire. DeepSeek, Mistral, Llama ou autres, Ouais. tous les modèles qu'on propose, en fait, tout est tourné, tout tourne en fait sur nos infras et sur nos serveurs de VH Cloud. Et qu'est-ce qui fait que vous n'utilisez pas OpenAI? C'est hyper intéressant. Lesquels, puisqu'on est là-dedans, tant qu'à faire, lesquels apportent un niveau de sécurité satisfaisant dans les critères d'OVH et lesquels ne l'apportent pas et pourquoi? Alors, il y a déjà une histoire de licence, donc en fonction du modèle, en fait. Donc, il y a des licences... Alors, déjà, nous, on part sur du open source, parce que c'est aussi un peu dans les valeurs de VH Cloud et tout, de mettre plus en avant l'open source et tout. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a parfois des licences avec des clauses, en fait, qui ne nous conviennent pas. Donc, notamment sur tout ce qui est utilisation derrière. Enfin, est-ce que... un jour, la société mère peut nous demander en fait d'avoir accès aux données ou autres. Sachant que nous, quand quelqu'un va utiliser par exemple Mistral ou autre via OVH Cloud, on ne stocke pas du tout les questions, les demandes, l'interaction, on va dire, qu'il y a entre l'utilisateur et le modèle. Et ça, c'est pas possible à partir du moment où c'est une boîte américaine avec le Patriot Act? Non, si la data est physiquement aux États-Unis, Voilà, ils peuvent potentiellement y accéder. exactement, tout à fait. D'accord. Mais là, par exemple, on propose les modèles Llama, qui sont Et des Llama, modèles c'est de Google. méta. Ah oui, c'est méta. Qui sont de méta. Mais par contre, la licence, elle est OK. C'est quelque chose qu'on peut proposer. Il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de problème. Et c'est open source aussi. Donc, Et pourquoi par rapport à OpenAI? C'est parce que c'est sous droit européen et pas sous droit américain? Pourquoi, de ce point de vue-là, Llama et pas OpenAI et pas GPT? C'est le contenu des licences. On a des D'accord, équipes ok, légales ouais. qui sont Ok. là, qui sont C'est dédiées au modèle. ce contrat est OK, VS. Exactement, le contrat est pas c'est OK. ça. Donc, c'est les équipes légales qui vont passer du temps et passent vraiment du temps sur les licences des différents modèles. Donc, à chaque fois, on décide, ce modèle, il serait intéressant à proposer à nos clients. La première étape, même avant de commencer à se pencher sur l'aspect technique, sur la partie infra, l'optimisation, ainsi de suite, on passe par nos équipes légales qui vont Ok. nous donner le go ou le no-go, en fait, Incroyable. par rapport au modèle. Et donc, c'est toi qui check tout ça? Pas que moi, on est toute une équipe et oui, on travaille par rapport sur tout ça, ouais. Génial. Tout à Et fait. donc, quand il y a un nouveau LLM qui pointe le bout de son nez, j'imagine que vous devez vous précipiter dessus pour... Exactement, et ça va très très vite. C'est un peu la difficulté qu'on a, c'est que surtout il y a eu des périodes où, en fait, il y a eu, je me rappelle très bien, il y a quelques mois, une période entre Llama et Mistral, c'était un peu un match de tennis en fait. Ouais, il y a ouais, un ouais. qui sort un modèle, l'autre il répond, ainsi de suite. Donc du coup, nous de notre côté, c'est assez speed. Et puis l'objectif aussi, c'est qu'on veut s'assurer que ce modèle, il vaut le coup en fait de le proposer à nos clients, que ça soit pertinent. Donc comme je disais, il y a tout le côté légal, mais il y a aussi la partie, on va dire, qualité de réponse du modèle. Donc on fait des benchmarks de qualité. Il y a toute la partie performance. Donc l'objectif, c'est que aussi ça réponde vite, que ça réponde vite sur nos infras. Et donc du coup, il y a tout ce travail d'optimisation qu'on fait. Donc voilà, c'est... Ok. C'est du travail, mais ça reste super intéressant. Et chaque modèle a ses particularités. Il y en a combien aujourd'hui des modèles qui tiennent la route? Parce que, je sais pas, moi, je pense que je suis capable d'en citer une petite dizaine, peut-être même pas. La plupart des gens, entre guillemets, grand public, les gens qui ne s'intéressent pas plus que ça à l'IA, en connaissent 1, 2, 3. Oui. Et en tout, il y en a combien? Il y en a beaucoup plus ou non? C'est de l'ordre de la dizaine? Il y a des grandes familles, on va dire, des modèles, parce qu'on va parler des Llama, des Mistral, des Qwen, donc qui sont aussi très très bons en ce moment. Alibaba, non? C'est Alibaba, exactement. C'est des modèles chinois qui sont open source. Il y a les modèles OpenAI, donc voilà, il y a des grandes familles. Et derrière, en fait, dans chaque famille, il y a plusieurs choses. Oui. Il y a les différentes versions. Et puis, chaque version de modèle, on peut trouver aussi des modèles qui ont été fine-tunés par quelqu'un, par une entreprise, et qui met public à tout le monde.
Donc, si on regarde, on trouve pas mal de modèles qui existent, il y en a plein. Parfois, c'est dur aussi de savoir quel modèle choisir, qu'est-ce qui répond le mieux à mon cas d'usage, ainsi de suite. Mais on va dire dans les grandes familles qui sont en lead sur les modèles, il y en a une dizaine, on va dire, qui sont au top du marché, quoi. Puisque j'en profite pour prendre un cours, je vais réciter ma leçon. Donc, on a quoi? Il y a donc Alibaba et Qwen, OpenAI et les GPT, Meta et les Llama, Google et les Gemini, évidemment Mistral et le chat, DeepSeek. J'en oublie, il y en a d'autres? Non, dans les gros, c'est surtout ceux-là, oui, qui sont en tête. Et qui sont open source. Après, il peut y avoir aussi des modèles. Par exemple, Mistral, ils ont des modèles qui sont open source et des modèles qui sont... tu peux expliquer justement ce open source? Parce que d'abord, je pense que c'est hyper flou pour plein de gens. Et j'avoue que même moi, dans le cadre de ces modèles-là, je me mélange un peu. Alors, en plus, OpenAI, ils nous ont trompé, quoi. Ils s'appellent OpenAI, donc on se dit, finalement, ils sont plus très open. C'est ça, ils l'étaient au début. Exactement, ils l'étaient au début. Donc, du coup, l'open source, c'est des modèles qui sont ouverts, c'est-à-dire tout le monde peut les utiliser. Ils ne sont pas soumis à une licence. Et donc, du coup, derrière, voilà. Et toute la communauté peut aussi participer à les modifier, les améliorer, ainsi de suite. Pour donner un exemple, le DeepSeek R1, il est open source. Quand on regarde en Chine, il est pas mal restreint. Donc, il y a certaines questions auxquelles il ne peut pas répondre, ainsi de suite. Il y a quelques semaines, je dirais, il y a quelqu'un qui a sorti une nouvelle version de DeepSeek. Donc, il est parti de la version de base, mais sans ces restrictions-là. Donc, et qui est accessible en Chine ? Non, qui n'est pas accessible en Chine, mais voilà, il a un peu détourné. Donc, c'est ça l'avantage de l'open source. D'un côté, c'est de rendre accessible à tout le monde dans la tech, en fait, ces modèles. Mais aussi, de l'autre côté, l'avantage pour les entreprises, c'est que la communauté participe également et permet d'améliorer les modèles et d'ajouter des... Et comment ils gagnent leur vie, alors? Parce que c'est des milliards et des centaines de milliards investis. Après, chacun son business model. Donc, il y en a, et maintenant, très souvent, en fait, ils proposent les deux. Ils proposent des modèles sous licence, des modèles open source. Enfin, voilà, chacun son... Oui, parce que, par exemple... OpenAI est en train de pivoter son business model, non? Ils vont sortir des super agents qui vont vendre à partir de $10 000, je crois, c'est ça? Ouais, exactement. Et ils espèrent aller chercher une rentabilité comme ça, et plus avec l'abonnement payant à 20 € ou 100 €. Voilà, tout à fait. Okay. C'est exactement ça. Après, voilà, et on en revient aux agents, du coup. On revient aux agents, et donc, du coup, voilà, les agents, c'est aussi un moyen, on va dire, d'aller plus loin et d'utiliser... l'objectif, c'est de créer le besoin autour de tout ça. Et donc, du coup, de pousser les gens à plus consommer. Et donc, derrière, créer des business models autour de ça. Donc, en fait, ces LLM, ils vont avoir créé les modèles, donc ils vont avoir rendu l'IA grand public à tout le monde, qui vont nous permettre presque à monsieur et madame tout le monde, demain, littéralement à monsieur et madame tout le monde, de faire son propre petit agent. Avec les GPTs, par exemple. J'imagine que c'est pareil partout. Mais eux... avec leur force de frappe, ils vont être en pointe pour sortir des super agents qui vont être très très chers. Parce que par exemple, il va être capable de faire quoi, l'agent à $10 000 d'OpenAI par rapport aux GPTs que je peux entraîner moi-même? Ouais, parce que là, ce qu'il faut voir, là, dans l'exemple, tu prends l'agent vraiment dans le côté personnel, ce que ça te permet, toi, en tant que Jérémy, de faire pour faciliter ton quotidien. Derrière, en fait, il faut aussi voir les agents au niveau des entreprises et tout ce que ça permet de faire, tous les process qui sont très complexes et qui représentent énormément de charges, de temps pour les entreprises, que ça peut être automatisé, ça peut être fait par des agents. Et donc, du coup, tous les gains derrière. Donc là-dessus, on est sur des agents qui sont beaucoup plus sophistiqués, j'ai envie de dire, parce que derrière, ils répondent à des process qui sont plus complexes. D'accord. Mais ces super agents... ils vont être sur étagère ou ils vont les fine-tuner client par client? Ça va dépendre, en fait. Donc là, c'est un peu la course aux agents. Chacun se positionne dessus. Je pense qu'il y aura plusieurs façons de faire. Il y aura des solutions, j'imagine, un peu en mode build ton propre agent, où c'est te mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que tu crées ton agent en fonction de ton besoin, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec. D'accord. Et il y aura aussi des agents prêts à l'emploi que tu vas customiser avec tes données, avec ton contexte. Donc, je pense voilà. En tout cas, pour le moment, sur le marché, c'est un peu les deux tendances qui va y avoir. Et il va probablement y avoir des boîtes qui vont se spécialiser dans le fait de fabriquer... Enfin, ça existe déjà. Il y en a déjà, exactement. Syntra, c'est ce qu'ils font, non? Oui, il y en a déjà qui commencent à se positionner dans la création des agents et leur business model est autour de ça.
techniquement même déjà un peu ce qu'on fait aussi nous, en fait, sans même s'en rendre compte. Mm. Ok, d'accord, incroyable. Et ces agents, on sait déjà jusqu'où ils... Alors, c'est marrant parce que je le dis toujours, moi je suis un grand enthousiaste, et pourtant j'essaie quand même toujours de prendre ce point de vue sceptique. Ils vont aller jusqu'où ces agents? C'est-à-dire que, tiens, on est aujourd'hui chez OVH, dans un building, je sais pas combien vous êtes combien, tu sais ici, combien vous êtes de personnes? À Paris, on est 600. Ok, waouh. Donc 600 personnes rien qu'ici à Paris. La grande question, un jour il n'y aura plus besoin que de 10 personnes chez OVH parce qu'il y aura 500 agents qui vont faire le boulot de tous les autres ou... C'est assez marrant parce que ça fait quasiment 10 ans que je travaille dans l'IA et c'est exactement la même question que j'ai tout le temps. Honnêtement, moi je dis toujours que surtout les dîners de famille, c'est j'imagine. pas... Oui, c'est tout à fait ça. Là, tout le monde est intéressé en plus avec ChatGPT et tout le monde parle l'IA maintenant, donc c'est la question qui revient tout le temps. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est honnêtement, et je le pense, c'est pas l'IA qui va remplacer les gens, mais c'est les personnes qui utilisent l'IA qui vont remplacer ceux qui l'utilisent pas. D'accord. Et donc, du coup, c'est un peu comme Internet, le début d'Internet, quand on parlait aussi de remplacer plein de métiers et ainsi de suite. Mais c'est là où il faut se dire, il faut s'adapter, faut suivre, on va dire, apprendre à bien l'utiliser. Ça, c'est très important. Faut, d'un côté, en fait, faut être conscient des limites, on va dire, de l'intelligence artificielle, que ce soit les agents ou autres. Et donc, du coup, l'utiliser dans le bon sens, bien l'utiliser, ainsi de suite. Okay. Et s'adapter, on va dire, avec cette évolution-là. Ouais. Ça fait 10 ans que je bosse dans l'IA et les gens ne s'en font toujours pas remplacer par l'IA. Et sachant que l'IA, ça date pas d'il y a 10 ans, mais de bien avant. Donc certes, ça va très vite. C'est une technologie qui évolue très très vite. Mais je pense qu'il va falloir s'adapter et surtout savoir l'utiliser, en fait. C'est le plus important. C'est un peu comme... alors c'est un peu jeter des cailloux à l'aveugle sur des gens, ça, mais... On dit souvent maintenant qu'un patron de service ou de boîte ou même n'importe quel manager qui tenterait d'interdire à ses équipes d'utiliser l'LM et l'IA, c'est un peu comme si il y a 5 ou 10 ans, il leur interdisait d'aller sur Internet, quoi. Oui, c'est exactement ça. Et ou c'est dommage. À ses livreurs d'utiliser la voiture. Moi aussi, c'est pour aller en vélo, pourquoi pas. Mais... Ouais, c'est dommage parce qu'au lieu d'accompagner, on va dire, l'introduction de ces technologies dans son autre entreprise, s'assurer que ça se passe bien, faire une conduite du changement autour, ainsi de suite, pour que ça soit bien adopté et qu'il arrive à en tirer des bénéfices, en fait, les points positifs, l'interdire, c'est pas la solution. Ouais, complètement. Tu sais, nous, chez Tech Nation, on fait des workshops, donc on va dans des boîtes et on prend des équipes de 10-12 personnes et on commence toujours par comprendre où est-ce qu'ils en sont. Et moi, j'adore, il y a un truc qui est ultra simple, les questions du début sont extrêmement simples, c'est d'abord l'individu, combien de fois les personnes ont utilisé un LLM quel qu'il soit, hier, aujourd'hui, la semaine. Déjà, là, on arrive à faire un super panorama. Ensuite, moi, j'aime bien m'intéresser au collectif, donc cette équipe de 10-12 personnes. Est-ce qu'il y a des dynamiques ou est-ce qu'à l'inverse, les gens ne se le disent pas? Genre, tu sais, font un truc et puis se cachent qu'ils ont utilisé. Et la dernière question, c'est à l'échelle de l'organisation. Est-ce que l'organisation leur interdit ou à l'inverse, est-ce qu'elle leur offre des abonnements premium, des solutions et autres? Et quand tu arrives à faire ça, quand j'adore cet exercice parce qu'on a un panorama qui d'ailleurs, en plus, est hyper hétérogène, quoi. Enfin, il y a ce qu'on appelle le fameux shadow AI où souvent les individus sont dans plein de cas, sont bien plus avancés que l'organisation en tant que telle. Très souvent. Ouais. C'est très souvent le cas dans le sens où c'est plus facile aussi que ça soit une initiative au niveau personnel qu'au niveau d'une entreprise. C'est très bien, ça prend beaucoup plus de temps. Enfin, le changement, j'ai fait du conseil avant, donc le changement, parfois c'est très compliqué à mettre en place. Mais vaut mieux accompagner ce changement que se retrouver dans des situations, enfin, je ne sais pas si tu as entendu parler, sans citer l'entreprise, une personne qui s'est fait virer parce qu'il s'est retrouvé à envoyer toutes les données d'entreprise à ChatGPT pour lui poser des questions. Je me dis, dans une situation pareille, s'il y avait un vrai accompagnement, une sensibilisation de la part de l'entreprise sur l'utilisation de ces outils, ils auraient évité quand même une situation pareille où la personne n'a pas conscience, ne se rend pas compte, on va dire, du danger d'envoyer des données sensibles. Et du coup, voilà, donc pour moi, c'est très important de faire ce travail de sensibilisation au sein de l'entreprise, d'acculturation, de faire découvrir, parce que ça reste quand même assez flou pour plein de personnes. Ça fait peur aussi, donc plein de collaborateurs, ils ont l'impression qu'ils vont être remplacés par l'IA. Et du coup, de faire ce changement et d'accompagner les collaborateurs et surtout les embarquer dès le départ. Parce que
pareil, tu peux avoir des entreprises qui sont pour ce changement, pour l'introduction de l'IA, mais sans forcément embarquer les collaborateurs. Donc, et il peut y avoir une réticence. Donc là, c'est dans l'autre sens, où les collaborateurs, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas forcément utiliser des outils d'IA parce qu'il y a cette peur. Ils ont l'impression de tuer leur propre métier parfois. Exactement, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, c'est dans les deux sens, ça peut être les deux côtés. Et c'est pour ça que ce côté communication, sensibilisation est très, très important. Ok. Eh ben, on a déjà commencé cette transition vers le GRM de 50 ans, donc qui est dirigeant d'une entreprise ou d'un service, quel qu'il soit. J'hésite, ça fait 2 secondes 15 secondes que je prépare ma question et j'hésite entre 2 personas, tu sais. Ok. Le très enthousiaste ou le très sceptique. Parce qu'en fait, je me dis, tu sais quoi, on va le faire différemment. Je me dis, quand tu diriges une équipe, quand tu as une responsabilité, c'est exactement ce que tu étais en train de dire, tu as un stress. Et j'ai l'impression d'ailleurs que le stress par la sécurité de la data, moi c'est mon impression, tu vas me dire si je me trompe, souvent on en fait des caisses pour pas grand-chose. En quelque sorte, tu sais, quand on veut pas donner on veut pas donner de l'information à ChatGPT, moi souvent je dis aux personnes, il vaut le coup quand même de se poser vraiment la question de la réelle importance de cette information, du réel risque. Et en gros, le risque infime qu'un jour, cette information ressorte de l'autre côté du tunnel, etc., quel poids il fait par rapport au gain de productivité que tu as de ce côté-là. C'est-à-dire que moi, j'ai souvent ça, quoi. C'est-à-dire vraiment, tu sais, il y a plein de gens qui veulent rien dire, quoi. Tu sais, qui veulent pas donner quasiment le nom de leur entreprise ou autre. Et je trouve que, voilà, c'est souvent un peu inversé. Donc ça, c'était plutôt le dirigeant qui, à la limite, dirait « je m'en fiche, le gain de productivité est très très fort, allez-y, vous savez quoi, balancez tout, de toute façon, il n'y a pas de risque, presque on n'a pas de secret. De toute façon, si on ne le dit pas à GPT, notre iPhone va nous entendre, donc c'est pas grave. » Siri le sait déjà, voilà, Google aussi. Déjà, exactement. Et puis si on a nos mails sur Google ou sur Microsoft, voilà, c'est fichu. Et puis justement, du coup, tu l'as compris, son alter ego en face, c'est ce dirigeant qui ne veut rien faire, rien dire. Comment tu te placerais, toi, par rapport à eux? Parce qu'en plus, en ayant cette position qu'on a décrite, tu as une place hyper importante. J'imagine que celui qui a très peur, tu dois pouvoir le rassurer grâce à tout ce que vous faites en cloud souverain. Et puis celui-ci, tu dois pouvoir quand même le sensibiliser en disant attention, il y a quand même une réalité, il y a quand même un vrai risque. Pour moi, c'est toute histoire d'équilibre, on va dire. C'est un juste milieu à trouver. Ouais. Alors, je suis d'accord, il y a des secteurs où on ne peut pas se permettre en fait, le risque, où on a des données qui sont très sensibles, notamment tout ce qui est santé, finance, banque, ainsi de suite. C'est des secteurs où le risque n'a pas lieu d'être, parce que là, on manipule vraiment des données qui sont très sensibles. De l'autre côté, c'est important aussi de savoir que la donnée qu'on génère, que nos clients génèrent, ça a beaucoup de valeur. Donc, que ce soit en termes pour nous, en fait, mais aussi, moi, je dis tout le temps un truc, quand tu as un produit qui est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Quand, par exemple, on regarde Google qui est gratuit, on peut l'utiliser sans payer, parce que derrière, ils ont un intérêt. C'est que toutes les données qu'on va leur fournir, on le voit aujourd'hui, c'est ce qui a permis à Google d'améliorer la partie apprentissage, la partie intelligence artificielle, ainsi de suite. Donc, c'est important aussi de garder en tête que la donnée, c'est pas juste une data, c'est pas juste une valeur, c'est quelque chose de très important. Et donc, du coup, qu'il faut qu'on sache en prendre soin. Donc, d'un côté, il y a des réglementations qui existent, qui nous aident à faire ça, qui nous aident à simplifier, on va dire, cet usage-là. Et notamment, quand on a des données de nos clients, c'est la responsabilité aussi de l'entreprise de protéger ces données. Parce que voilà, le client, il a fait, entre guillemets, confiance et il a fourni les données. Donc, pour moi, c'est un juste milieu à trouver. Je ne serais pas dans l'équipe de dire on arrête tout, on n'utilise rien parce que voilà, on a peur que nos données fuitent, ainsi de suite. Donc il y a des alternatives. Aujourd'hui, il y a des solutions, il y a des façons de faire techniques ou autres qui permettent de sécuriser tout ça tout en utilisant l'IA ou autre d'ailleurs. On parle beaucoup d'IA par rapport à ça, mais ça peut être sur plein d'autres cas d'usage. Et à l'inverse, il faut s'assurer que nos données ils sont sécurisées et qu'il n'y a pas de dérapage, on va dire, d'utilisation derrière. Tu sais quoi, j'ai envie de prendre le vrai persona à moi. Je suis probablement parfois un peu candide et du coup je me mets dans une situation le max du risque. Demain, je prends GPT, qui est le modèle qui fait le plus, qui inspire le moins confiance, on va dire.
En tant que dirigeant de The Tech Nation, je lui envoie mes comptes de résultats, mes factures, mes fiches de paye, vraiment toute cette data parce que sur telle ou telle raison, ça me simplifie à fond la vie et que responsable ou irresponsable, je ne sais pas, mais je vais gagner une journée de travail. Et cette journée de travail, je préfère l'investir dans des tâches sur lesquelles j'ai plus de valeur. Ok. Y a-t-il... Moi, je me dis, en fait, je suis rien, je suis petit. Enfin, The Tech Nation, c'est cool, mais... Pour l'instant, ça se trouve, dans quelques années, ça ne va pas être le cas. Et je nous le souhaite. Mais du coup, est-ce qu'il existe un risque vraiment réel que ma data, elle ressorte quelque part et que on me dise waouh, Jérémy, GPT sait que Manar Benkraouda et Émilie Bernard font partie de ton équipe et voilà leur salaire et voilà leur truc. Et d'ailleurs, à tel mois, ton compte de résultat ou tes comptes en banque, ils étaient différents. Et d'ailleurs, je me dis, quand bien même ça sortirait... Enfin, à l'heure actuelle, j'ai rien à cacher. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? En fait, je me dis, ok, il y a peut-être un risque. Mais d'abord, qu'est-ce que je risque dans ce risque ? Et puis, avant qu'on aille chercher cette data, que OpenAI la sorte pour la montrer à je ne sais qui... si on prend par exemple, dans l'exemple que tu as donné, tu as cité des noms de personnes avec éventuellement, il peut y avoir leur salaire et tout. Ça, c'est considéré comme des données personnelles, des données sensibles. En Europe, en fait, il y a la réglementation. Donc, ces personnes, ils sont en droit de te poursuivre pour, justement, qu'il y a des données comme ça qui ont été divulguées. Il peut y avoir aussi des fuites de données où des concurrents, ils peuvent y accéder. Et donc, voilà, enfin... Et comment, fuite de données et que des concurrents y accèdent, ça va se matérialiser comment ? C'est-à-dire que c'est... Est-ce qu'il est possible que quelqu'un, restons sur GPT, est-ce qu'il est possible que quelqu'un un jour fasse une requête et demande ChatGPT, as-tu des informations sur The Tech Nation et que ChatGPT lui sorte les informations que j'ai données ? Non, j'espère que ChatGPT, que OpenAI, ils ont bien fait le boulot. Normalement, ils ont bien fait le boulot. Il ne peut pas y avoir de réutilisation. Du coup, comment ça peut fuir ? Il y a toujours des risques, il y a des pirates, il y a des piratages, il y a toujours ce risque-là. Mais les entreprises en soi, c'est aussi un travail que nous on fait, c'est d'être sûr... OpenAI, ils font la même chose. Au-delà des réglementations, c'est d'être sûr, en fait, tous les tests de sécurité, mettre en place toute la sécurité nécessaire pour éviter ce genre de problème. Il y a des audits qui sont très réguliers auxquels les entreprises sont soumises pour éviter ce genre de problème, ainsi de suite. Donc oui, le risque, il reste minime. Après, comme je disais, c'est aussi, en fait, en fonction du secteur. Il y a des données où on ne peut pas se le permettre, notamment tout ce qui est santé, finance, banque, ainsi de suite, c'est des choses où on peut pas se permettre. Mes présentations, mes decks clients, le risque est pas nul, mais bon, très très faible et il n'y a pas de data sensible dedans. Il faut que le client soit d'accord. D'accord, Voilà. Donc, en fait, c'est aussi ça. Il faut être conscient de ce risque-là. Et après, voilà, c'est une décision qui est prise au niveau de l'entreprise. C'est important, c'est cette conscience en fait du risque et se dire, ok, je connais le risque, je sais l'évaluer. Et je suis prêt à le prendre, en fait. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, c'est du bon sens, en fait. Là, je te prenais un exemple extrême et quand même rassurer si jamais il y a des gens qui écoutent. Oui, s'il y a des clients qui écoutent. C'est pas le cas. Non, mais là, pour le coup, je vais dire quelque chose de vrai. Moi, ma boîte est jeune, on est encore au début de l'aventure, ça se passe très bien, on grandit vite, mais c'est le début de l'aventure. Et aujourd'hui, j'ai une gestion de bon père de famille, que je qualifierais de bon père de famille. Et en fait, peut-être si des gens nous écoutent, mon approche à moi, c'est... j'ai la même approche dans l'IA que j'aurais l'approche ailleurs. C'est-à-dire que je vais pas mettre une fiche de paye imprimée à la poubelle, dans une corbeille publique en pleine rue, par exemple. Oui. De la même manière que je vais pas donner telle quelle à n'importe quelle AI une fiche de paye. Par contre, aujourd'hui, je me permets encore de mettre mes fiches de paye sur un drive. Tout à fait, oui. Qui est relativement sécurisé, mais j'imagine qu'à une certaine taille, avec un certain niveau de sensibilité, je vais plus sur Google Drive, mais je vais sur des choses encore un peu plus sécurisées. Oui, et moi, je le gère comme ça. D'ailleurs, ça me paraît assez naturel. Je trouve que j'ai presque pas trop besoin d'y penser. Et j'ai entendu un conseil intéressant l'autre jour. C'était un webinaire d'AI Sister qui était très intéressant, qui disait, en fait, quand tu te poses la question... Souvent, il est assez simple d'avoir le même résultat en anonymisant un tout petit peu la data. Par exemple, en changeant le nom des clients ou des personnes, ou en changeant les chiffres, ou en les effaçant tout court. Tout à fait. Et du coup, on aura un résultat similaire ou presque similaire. Ouais. Exactement.
un truc tout bête, prendre un peu de temps, les prénoms, les noms de personnes, tu les remplaces par X, Y, Z. Enfin, c'est très rapide à faire. Et ça permet d'avoir le même résultat, parce qu'en soi, le prénom, le nom de la personne, pour ChatGPT, à part si c'est une personne qui est très connue, et à ce moment-là, voilà, ça peut changer quelque chose dans la réponse. En soi, ça ne changera pas Et d'ailleurs, si tu penses à un truc, tu ne vas pas aimer, parce que ce ne sera pas parfait en termes de sécurité, mais ce sera quand même un peu mieux que rien. Je peux même le prompter, ça. Je peux lui donner une fois ma data, lui dire enlève-moi toutes les données en les remplaçant par des noms. Bien sûr. Je peux le faire dans les... Il y a maintenant sur GPT, j'imagine sur les autres, l'espèce de navigation privée, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je peux le faire comme ça en disant anonymise-moi cette donnée-là et après m'en servir dans le reste de mes prompts, par exemple. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Exactement. Okay. Et navigation privée, GPT, c'est que la version payante, non? Si je me trompe Moi, j'ai la version à 20 € par mois. Ouais, donc du coup, et je l'ai vu l'autre jour, c'est ça, c'est une espèce de bulle, je sais plus comment ça s'appelle. Exactement, tu choisis en fait, est-ce que les informations, enfin les questions, les prompts et tout que tu envoies à ChatGPT, est-ce que c'est gardé, réutilisé ou pas? Tu peux lui dire dans le prompt, rappelle-toi ou ne t'en rappelle pas. Mais en plus, maintenant, tu as cette option, je ne l'ai même pas utilisée, mais je ne sais pas si ça ouvre un pop-up ou une autre conversation, dans une autre conversation. Ok. Voilà, ok. Et il y a des... Oui, tant qu'à faire, autant rester en Europe. Mistral, c'est le seul modèle européen qui tient la route? C'est le seul gros modèle européen, oui, pour le moment. Ok. Donc le combo génial, c'est OVH Mistral. Pas que, mais oui, c'est un des combos. Non, mais si on veut être en confiance, tant qu'à faire, si je veux me dire, ok, si je suis en Europe, et qu'en plus je suis français, donc je veux être un peu patriote et avoir ma data sécurisée, en tout cas selon nos règles du jeu à nous, en fait, finalement. Parce que les Américains, ils pensent pas comme nous, les Chinois pensent pas comme nous, mais parce que moi, le fait de vivre à l'étranger, parce que je vis en Espagne, ça m'a au moins appris ça. C'est-à-dire, parfois, on pense que les autres ont des règles du jeu bizarres, mais c'est juste pas des règles du jeu bizarres, c'est pas les mêmes que les nôtres, et du coup, ils n'ont pas les mêmes règles du jeu. Mais donc, si on veut jouer avec nos règles du jeu, autant jouer avec nos entreprises. Tout à fait, exactement, oui. Ok. Et voilà, après moi je suis très cocorico dans le sens où j'aime bien les entreprises françaises et on a des entreprises qui sont très très belles et franchement qui arrivent à faire de très belles choses. Donc autant aussi encourager les entreprises françaises et utiliser français et consommer français. Donc, il y a un truc très cool d'ailleurs, je trouve, parce qu'en quelques semaines, et on va rendre hommage à la France, en tout cas moi à titre perso, c'est l'AI Summit qui m'a fait prendre conscience de ça. On est passé d'un mood typiquement français, typiquement européen, peut-être, de dire un peu déprimé en disant on n'y arrivera jamais, ils sont les Chinois, les Américains, nous on est au milieu, entre le marteau et l'enclume, on est nul, il ne se passera rien. Et d'un coup, avec l'AI Summit à Paris, avec les progrès de Mistral et avec la mise en ligne du chat, avec ce qui se passe chez OVH et dans plein d'autres boîtes petites et grosses, on se dit, ah si, en fait, on est sur la carte quand même, on existe. Et en plus, déjà en tant qu'Européens, on se dit, c'est cool. En fait, on n'est pas complètement à la ramasse, on n'est pas les premiers, mais on n'est pas complètement à la ramasse. Et si en plus, en tant qu'Européens français, on se dit, ah, et en plus, la France mène un peu le jeu, ou en tout cas est dans ceux qui mènent le jeu, non ? Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, même en termes d'expertise, de profil et tout, on ne se rend pas compte, mais en France, on a beaucoup de personnes qui sont très, très brillantes dans ce qu'elles font, et notamment en IA. Et voilà, après, on le voit aussi chez Meta, chez Google et tout, il y a beaucoup de Français. Ça, c'est un peu dommage, mais ça reste des Français et des personnes qui ont été formées en France et tout, donc ce qui prouve aussi la qualité, on va dire, et d'ailleurs, des formations françaises. Mistral, c'est des anciens de Meta, non ? Exactement. Pas que Meta, je crois que les trois, en tout cas, ils avaient une expérience dans des grosses entreprises américaines, tout à fait. Ouais. Ok. Oui, Cocorico, il n'y a pas un podcast sur l'IA dans lequel on ne prononce pas le nom de Yann Lequin un des papes, un des fondateurs, non, exactement, de l'intelligence artificielle qui est français. Exactement, c'est un des fondateurs de l'IA, du deep learning et tout. Peut-être à l'inviter, imagine-toi. Tout est possible. Il y a un peu de chemin, quand même. On n'y est pas. Tout est possible, oui. Trop cool. Ok, génial. On s'est un peu écarté des agents après. Oui, c'est vrai. Alors, on va y revenir quand même 2 minutes avant de passer à la suite, mais c'est une conversation qui est passionnante. J'ai appris des tonnes de trucs. Ok, donc ce dirigeant, ce chef d'entreprise... Ah oui, c'est de la question que je vais te poser tout à l'heure. Et après, il faut qu'on accélère un peu parce que c'est tellement intéressant qu'on va faire le podcast le plus long de l'histoire. Mais écoute, après tout, c'est pas si grave. Ok, si mon entreprise, c'est un SaaS, il y a une phrase qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est « Les agents vont tuer les SaaS ».
Du coup, si moi je suis patron d'une boîte qui est ou qui a ou qui repose sur un SaaS, je suis un peu flippé en ce moment. Qu'est-ce que tu me répondrais à ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il faut le prendre avec du recul? Est-ce que ça va être une transformation progressive? Pour moi, il faut le prendre avec du recul et il faut profiter, on va dire, de l'opportunité de dire pourquoi ne pas augmenter les SaaS que je propose avec des agents et proposer quelque chose en fait de plus poussé à mes clients et donc du coup pour les accompagner encore plus et aller plus loin en fait dans ce que je propose. En fait, après je suis quelqu'un d'optimiste et j'essaie de voir des opportunités un peu dans tout et de se dire bah voilà, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité au lieu de le voir comme une menace, tourner le truc et voilà et voir ça comme une opportunité. Et alors aujourd'hui, mettre de l'AI sur un site B2C, ça se résume souvent dans la tête de beaucoup, et d'ailleurs sur beaucoup de sites, à l'ancienne Chatbot. FAQ. Voilà, on a mis un chatbot à la place pour remplacer notre FAQ. Et si je comprends bien tout ce que tu m'as expliqué aujourd'hui, si je suis dirigeant, la bonne question qu'il faut que je me pose aujourd'hui, c'est quelles actions je peux faire automatiser par un agent. C'est-à-dire qu'en fait, mon AI, c'est pas juste cherche-moi sur tel site, tel produit, c'est vraiment un agent qui va pouvoir mener des actions, faire des choses, soit pour le vendeur, l'entreprise, soit pour le client, l'acheteur, soit pour les deux. Tout à fait. Donc du coup, comme tu dis, l'exemple qui revient tout le temps, c'est un peu le chatbot qui va interagir, répondre aux questions et tout. C'est la FAQ de 2025, quoi. Et après, il y a d'autres possibilités. Si c'est quelque chose de e-commerce, il y a tout ce qui est recommandation de produits en fonction du profil du client, en fonction de ses habitudes d'achat, en fonction de... Enfin, ça peut être plein de critères, de là où il est situé, de la période de l'année, ainsi de suite. Donc, ça peut être de la recommandation. Ça peut être aussi beaucoup utilisé dans tout ce qui est service client. Donc, du coup, pour améliorer la relation client, au-delà de juste apporter les bonnes réponses, mais aussi, on peut imaginer quelque chose d'assez simple, après un échange avec un client, de prendre des informations clés, de les ajouter dans la fiche client. Donc, du coup, ça permet d'enrichir les CRM. Et après, de l'autre côté, comme tu disais, on peut l'utiliser pour les clients finaux, on va dire, de cette entreprise-là, mais ça peut être aussi utilisé pour les collaborateurs, pour les aider à gagner en productivité et pour faire autre chose qui peut être beaucoup plus intéressante, comme tu disais tout à l'heure. T'amuser à se balader, enregistrer des podcasts, par exemple. Et pourquoi pas? Et on en a besoin. Et c'est ce qui est cool, en fait, avec l'IA, c'est de dire ça nous permet aussi de découvrir, d'aller vers des nouvelles choses auxquelles on n'aurait pas pu le faire avant parce qu'on n'avait pas le temps et on passait notre temps à faire d'autres tâches. J'ai envie de lancer un message à Spotify parce que je me le dis tous les jours, du coup. Ok. À quand un super... agent Spotify. Je sais pas si tu écoutes Spotify, mais quand j'écoute de la musique, maintenant il y a le DJ Spotify. D'accord. Qui est cool d'abord, parce que c'est déjà bien. Il me trouve de la musique que j'aime bien, il me ressort des titres que j'ai écoutés il y a quelques années. Mais la musique, ça va souvent avec ton mood. Et j'adorerais pouvoir lui parler, voire je me dis un peu plus tard quasiment, qu'il comprenne ma fréquence cardiaque, qu'il comprenne mon mood peut-être. Oui. Mais j'adorerais pouvoir lui parler en disant non, mais moi quelque chose de plus boost, plus mélancolique, j'ai envie de la musique de tel endroit, de tel pays ou autre. Et pour l'instant, tu peux pas, tu peux juste passer d'une session à l'autre. Et donc ça reste encore un peu au petit bonheur la chance. Et puis chercher de la musique, t'as pas toujours l'inspiration. Et je me dis toujours comment Spotify, qui est si génial et si en avance, ils n'ont pas encore mis cette espèce d'agent qui permet de... Peut-être c'est en train, enfin. Ouais, peut-être que... C'est que j'écoute pas beaucoup Spotify, si vous nous écoutez, si quelqu'un chez Spotify nous entend, voilà, et que vous voulez des conseils pour un super site, n'hésitez pas, on est gratuit. Ok, trop bien, trop cool. Bon, écoute, c'était vraiment génial comme masterclass. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui. Du coup, c'est le moment où on parle de toi. Ok. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, tu nous en as déjà dit pas mal, mais c'est ton chemin. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait de toi cette pompe de l'IA chez OVH, qui est une des boîtes le plus en pointe en France et donc en Europe, voire même peut-être au monde? Qu'est-ce qui t'a amené là? Est-ce que t'es tombé dedans? Tu nous as dit que ça faisait des années que tu travaillais dans l'AI. À quel moment t'es tombé dans la marmite? Et pourquoi? Je suis tombée dans la marmite ma deuxième année d'école d'ingénieur. Donc, pareil, parcours classique, entre guillemets. J'ai fait prépa après école d'ingé.
Et, T'as fait laquelle? INSERB Matmeka Ok. à Bordeaux. Et donc, du coup, ma deuxième année, en fait, j'ai décroché un stage dans un laboratoire de recherche. Donc, moi, en école, j'arrivais pas à me projeter. Est-ce que je voulais être en entreprise ou dans un laboratoire de recherche? C'est un truc un peu en mode je débarque, je me pose des questions. Je me suis dit, bah, mon stage de 2A, je le fais dans un laboratoire de recherche. Mon stage de 3A, donc de fin d'études, je le fais dans une entreprise. Ça me permet de comparer. Et du coup, mon stage de deuxième année, c'était de la classification d'images texturées avec le machine learning. Et c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et donc ça, je te parle de ça, c'était 2016, donc ça date un peu. Et du coup, j'ai adoré, je trouvais ça très passionnant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir, on va dire, le monde du machine learning, du deep learning. Donc ma troisième année, j'ai choisi une option qui était la plus proche, on va dire, de tout ça, qui était tout ce qui est traitement de signal et d'image. Et j'ai fait en sorte que tous les projets que j'ai choisis, en fait, que ça tournait autour de ça, quoi. Enfin, donc du coup, je me rappelle, on avait fait un projet sur la reconnaissance faciale. Ok. Du coup, voilà, c'était un peu la deuxième étape. Troisième étape, j'ai fait mon stage chez Thales Système Aéroporté. Et pareil, coup de chance, c'était dans la reconnaissance d'objets, en fait, la détection d'objets et tout. Et je trouvais ça très passionnant. Et à ce moment-là, voilà, j'étais vraiment très machine learning, deep learning. Et je me disais, bah, j'aimerais continuer là-dedans. J'aimerais un peu plus découvrir, élargir le scope et tout. Et deuxième question, c'est de dire, mais quel secteur m'intéresse? Et là, pareil, j'arrivais pas à me décider. Et je me suis dit, en échangeant avec une ancienne de mon école, j'ai découvert le monde du conseil en stratégie. Ok. Et j'étais là, mais c'est chouette, ça va me permettre en fait de découvrir plein de secteurs. Et après, je me spécialise dans des secteurs éventuellement qui m'intéressent ou pas. Et ça tombait bien. En fait, donc j'étais chez Talent Consulting où ils montaient leur équipe d'intelligence artificielle. Et Magnifique. donc c'était 2017. Et donc du coup, voilà, on était trois. Il y avait un partenaire de 3 consultants avec lui et on s'est lancé. Et c'était super intéressant parce qu'on avait un peu cet esprit start-up de lancer quelque chose de nouveau. Où on faisait tout parce qu'on était tout petit, il fallait... mais en même temps dans une grande entreprise, donc du coup voilà, qui laisse un peu ce côté de prendre des risques, d'aller plus loin et tout. Et du coup j'ai fait 7 ans dans le conseil en IA, donc conseil strat, où j'ai accompagné plein de clients dans des secteurs très différents. Donc j'ai fait de l'énergie, de la banque, du luxe, vraiment de tout. Enfin, et ça, c'était ce qui me passionnait aussi. Et du coup, je les ai accompagnés dans la définition de leur stratégie IA, leur roadmap. On a fait aussi beaucoup de RPA parce qu'à un moment donné, l'IA commençait un peu à ralentir dans le sens où au début, c'était surtout les chatbots. Pas les chatbots avec les LLM, mais les chatbots de l'époque et tout. Ça arrivait vite à des limites et donc du coup, voilà, les gens, ils étaient vite déçus. Pareil, le machine learning, c'était des gros projets. Et donc, le passage du POC à la prod, voilà, ça prenait beaucoup de temps. C'était pas si évident que ça. Et à un moment, on a fait de la RPA, donc du coup, qui est un peu, moi je dis, c'est l'ancêtre des agents. Donc, vraiment, l'automatisation des processus, de manière très simple, bête, toutes les tâches répétitives et tout. Et c'était un super moyen pour nous de convaincre les clients parce que la RPA, c'est quelque chose de très facile à mettre en place. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas cher, mais en même temps, le ROI, on le touche très rapidement en fait. Et donc, du coup, petit à petit, ça nous a permis de dire aux entreprises, voilà, regardez ce que vous arrivez à obtenir avec la RPA. Si vous ajoutez des briques d'intelligence artificielle, vous allez gagner plus en productivité, ainsi de suite. Et petit à petit, voilà, on a monté des centres d'excellence de smart automation, d'IA et tout. Et à un moment donné, je me disais, c'est super chouette ce que je fais, mais j'aimerais bien un peu comprendre plus les coulisses parce que justement, j'utilisais pas mal des solutions comme ce qu'on fait aujourd'hui chez OVH Cloud. Et du coup, moi, c'est une phrase que je disais tout le temps, l'infrastructure, c'est pas mon problème. Je ne gère pas. C'est le cloud provider qui gère et tout. Et je suis arrivée à un moment, je me suis dit, j'aimerais comprendre en fait ce qu'il y a derrière et comment l'infrastructure a un rôle aussi important et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez OVH Cloud. Donc il y a eu une opportunité et donc ça tombait au bon moment. Et donc du coup, voilà, donc, on va dire je suis passée de conduire la voiture à participer à construire cette voiture-là. Et c'est intéressant parce que ça me permet en fait de compléter un peu mon expérience où là j'étais très proche des clients finaux.
de leur cas d'usage, des contraintes, des challenges qu'ils avaient dans la mise en place de projets IA, de dire on va reculer un peu et voir comment ces produits ils sont créés. Waouh. Et ton boulot actuel, donc, chez OVH, maintenant, c'est Et quoi? du coup, Qu'est-ce que tu fais? aujourd'hui, je suis la team leader de l'équipe AI. Donc, on travaille sur justement les produits, donc du coup, autour de l'IA pour nos clients. Donc, on en a 4. 3 où, en fait, qui sont plus destinés à des experts IA. Donc, du coup, des data scientists, des machine learning engineers. Donc, qui est AI Notebooks, AI Training, AI Deploy, qui couvre un peu, on va dire, la chaîne d'un projet IA de manière globale. Ça permet de faire l'exploration, la partie entraînement et la partie déploiement. Et puis notre dernier produit qui a pour objectif justement de démocratiser l'IA, de la rendre accessible à un plus grand nombre de personnes, et surtout des personnes qui ne sont pas expertes, qui est AI Endpoints, donc, dont je t'ai parlé tout à l'heure, où là on met à disposition des modèles qui sont sur étagère, qui sont prêts à être utilisés par call API. Okay. Et puis le chemin est encore très long et on a encore j'imagine pas qu'en mal ce de moment, choses à faire. Ton équipe doit grandir assez vite, non? C'est ça grandit. Donc moi je suis arrivée, l'IA, on va dire, chez OVH Cloud, ça reste quand même, on va dire, de manière organisée comme ça et tout, ça reste quand même assez récent, il y a 5 ans en fait. Et donc du coup voilà, il y a toute la partie structuration, recrutement, ainsi de suite, et c'est ce qui est super intéressant. Vous êtes passé en 5 ans à peu près de combien de personnes à combien de personnes? Alors au global, sur la partie IA, on est 17. Donc il y a une partie de profil qui travaille surtout sur la partie infra. Donc voilà, avec des profils très orientés infra. Et l'autre partie, c'est des machine learning engineers. Donc du coup, qui sont vraiment spécialisés, experts en IA. Oui, parce que c'est vrai que vous faites l'hébergement, c'est ce que tu disais. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, plein de trucs dont on parle depuis tout à l'heure, j'allais dire, c'est pas votre problème. Pour reprendre ton expression. Exactement. Si, là, pour le coup, problème, c'est mon problème. Ouais. C'est mon problème quotidien de dire... T'es le provider, quoi. C'est toi Exactement. qui... Si ton infra, elle marche pas, potentiellement, c'est comme si l'étagère sur laquelle les gens posaient leurs livres ou leurs objets se cassaient la figure si toi, tu fais pas bien ton travail, quoi. Tout à fait. Et en fait, donc l'infra, nous, on arrive un peu à la dernière étape parce qu'avant, quand même, c'est des serveurs, c'est des... Enfin, voilà, il y a des produits qui existent sur lesquels nous, on se base. Mais c'est vrai qu'au-delà de la partie ça fonctionne ou ça fonctionne pas, il y a le côté rentabilité, il y a le côté optimisation et tout. Et justement, moi, tout ce côté où je disais, c'est pas mon problème. Maintenant, ça l'est. Maintenant, ça l'est. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu les coulisses, de voir comment ça fonctionne. Et surtout de dire, je pense que j'ai fait le switch au bon moment, dans le sens avec l'explosion des LLM et tout, où l'infra est devenu un vrai sujet, en fait, aujourd'hui. Génial. Donc toi, tu vas pas dans les data centers débrancher les câbles? Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on peut faire des visites en fait de nos data centers, que ce soit data center expérimental ou de prod. En tant qu'OVH ou le grand public, tout le monde? On peut inviter des clients, éventuellement. Pas des grands publics, tout le monde. Mais... T'as un candidat potentiellement, si un jour t'as une place. Et en tout cas, c'est super intéressant parce que c'est le cœur de métier d'OVH Cloud. Et alors déjà, de 1, ça nous permet de rencontrer les collaborateurs qui travaillent dans les data centers. Et ils sont tous des passionnés. Et c'est super intéressant d'échanger avec eux. Et surtout de se rendre compte en fait, du travail qui est derrière. Parce que chez OVH, on fait tout maison, en fait. Tout est fait maison et c'est intéressant de voir vraiment toutes les étapes. Ultra sensible en plus. De comment c'est fait, de la partie expérimentale jusqu'à la partie prod. Et c'est vrai que moi, je me rends pas compte de ce côté-là parce que voilà, ça reste abstrait, je bosse pas dedans tous les jours, je l'utilise. Mais le fait de faire les visites, ça permet vraiment de se dire oui, on est un industriel et il y a un vrai savoir-faire chez OVH Cloud qui est très très intéressant. J'ai un souvenir de quand j'ai démarré mon métier dans le conseil, j'ai travaillé chez Extia pendant pas mal d'années et j'avais un client, on va pas le citer du coup, mais c'est un des trucs qui m'a marqué. C'était dans le monde bancaire et puis un jour dans les bureaux, dans une tour à la Défense, ce client me propose d'aller visiter quelque chose et je crois qu'il me dit pas de quoi il s'agit. Puis on descend au sous-sol, je crois que c'était au sous-sol. Okay. Et en fait, on allait voir le data center. Et le truc qui m'a le plus marqué, que j'ai adoré, je le raconte encore toujours, c'est qu'à côté de ce data center, il y avait une salle, enfin il y avait plus qu'une salle, il y avait comme un bunker avec des réserves d'eau, de nourriture, des toilettes, des lits, etc. Parce que c'était sur des sujets très sensibles.
Et il m'avait expliqué qu'en cas de crise majeure, sociale, sociétale, environnementale ou autre, il y avait des espèces de tours de garde et certains ingénieurs devaient pouvoir s'enfermer là-dedans et vivre en autosuffisance pour s'assurer que ce qu'ils avaient là-dessus tombe pas. Et ça m'avait... j'ai trouvé ça... C'est un truc qui m'a marqué. Ouais, en fait, on s'en rend pas compte, mais aujourd'hui, c'est devenu... Enfin, on commence à s'en rendre compte maintenant, en plus, avec la guerre en Ukraine, etc. Et puis l'IA et tout ça, maintenant, on s'en rend compte. Et, je trouve qu'à la limite, il y a quelques années, on s'en rendait pas compte. Mais aujourd'hui, un système informatique tombe, un État tombe automatiquement, quoi. Exactement. Enfin, c'est comme ce qu'il y a eu dernièrement avec quand il y a eu le problème informatique au niveau Microsoft et tout. Ouais. Et tu te rends compte qu'il y a eu plus de vols, enfin plein de vols annulés, plein de choses annulées et tout. Et comment ça peut... on va dire, bloquer un pays. D'ailleurs, c'est là où ça commence à devenir très grand public, c'est que les films catastrophes, Netflix, etc., ça commence à être... Le scénario, c'est plus forcément la guerre avec des Russes ou des Chinois ou l'attaque bactériologique, mais j'ai vu une nouvelle série là, avec Al Pacino qui est sortie sur Netflix, je l'ai regardé un peu, et le scénario, c'est ça, c'est un bug, un hack informatique qui fait tomber le système pendant, je crois que c'est 2-3 minutes. Oui. Et il y a des centaines de morts. Et ils expliquent comment, quoi. Il y a des trains qui ne sont pas arrêtés, des trucs, Tout à fait. Choses. Ouais. Trop bien. Ok, on a parlé de plein de trucs cool. Du coup, il est temps de s'approcher tranquillement de la fin de cette discussion passionnante avec la petite question, la grande question qui est hyper importante pour moi, sur l'impact. Je te le disais tout à l'heure. Tiens, je vais raconter une anecdote personnelle. J'ai un invité qui m'a fait hyper plaisir un jour en me disant le fait de poser cette question sur l'impact, c'est déjà en soi de l'impact, parce que du coup et du coup ça m'a encouragé dans le fait de le faire, et je me suis dit à chaque fois que j'ai cette discussion avec quelqu'un, s'il y a une seule autre personne à qui ça donne un jour une idée de faire un truc qui aura un impact positif sur quelque chose, c'est cool. Bref, et donc cette fameuse question, c'est comment est-ce que tu t'efforces, toi, Jihad, d'avoir un impact positif sur ton écosystème? Dans ma définition à moi, ça concerne principalement soit du social, soit du sociétal, soit de l'environnemental. Ok. Le chemin est encore très très long. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Enfin, moi, je parle vraiment à titre personnel. Mais si je dois choisir un truc que je fais, enfin en tout cas où je m'efforce à faire, et c'est vrai que la période Covid m'a aidé à avoir ce déclic-là, et en fait vraiment de se dire voilà, c'est très important, c'est de consommer local. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien consommer français, pas que en IA ou en solutions informatiques, vraiment surtout, et vraiment d'essayer au maximum de consommer local, en fait, que ce soit en termes de ce que je mange, de ce que je porte en termes de vêtements et tout, et de savoir faire le choix de me poser tout le temps la question, là où je vais mettre mon argent, est-ce que c'est des choses qui sont bien utilisées derrière? Comment ça arrive? Enfin, voilà, de vraiment me poser la question sur comment c'est fait, comment ça arrive, et puis privilégier vraiment le local. Quand je dis par exemple je suis en France, je vais privilégier tout ce qui est fait en France. Je suis à l'étranger en voyage, je ne vais pas consommer français. Okay. Je vais essayer de consommer vraiment local pour éviter en fait déjà l'impact environnemental et surtout participer en fait à l'économie locale du pays dans lequel en fait, je me trouve. Tu as raison, c'est le meilleur moyen de faire à la fois de l'environnemental, du social et du sociétal, parce que il y a un impact hyper fort. Exactement, et très souvent, parfois quand on voyage, on est attaché à nos habitudes et on a envie de remanger ce qu'on a l'habitude, par exemple, de manger chez nous, mais c'est un peu dommage parce que derrière, en fait, cet argent-là, en fait, elle va pas servir aux locaux, aux personnes qui travaillent dans le pays et tout. Donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose où je fais en sorte vraiment de mettre en place ça. Le Covid, c'était un déclic parce qu'il y a eu pas mal de trucs qui étaient fermés et je me suis rendu compte qu'en fait, on peut être autosuffisant et manger, en fait, déjà en termes de nourriture, de manger français, de manger... Je me dis, mais on a déjà pas mal de choses et on n'a pas besoin d'aller consommer, en fait, des fruits, des légumes qui nous viennent d'ailleurs, quoi. Ouais. Et donc, si en termes de nourriture, on arrive à manger de saison, local et tout, c'est très utile. Ça aide aussi les agriculteurs français. Enfin, pour les vêtements, c'est la même chose. Donc vraiment, c'est plus sur ma consommation au sens large
ce que je consomme. Et surtout, pour moi, maintenant, je me pose vraiment la question sur tout ce qui est vêtements et tout, de me dire la boîte qui est derrière, quelles sont ses valeurs, comment son argent est utilisé, dans quoi elle investit. Et voilà, un peu ce côté éthique, quoi. Ouais, j'aime bien ce que tu dis en plus de... Bon, il y a l'aspect local, et peut-être même un peu au-delà du local, de savoir d'où ça vient. Exactement, tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses made in France, mais derrière, parfois, quand on creuse, on peut découvrir des mauvaises surprises. Donc et puis c'est vrai qu'en plus, après tout, tu peux même te dire que dans certains cas, l'exception peut être très bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu peux être hyper convaincu de consommer local, mais être très content d'acheter un truc qui n'est pas fait en France. Exactement. Parce que, allez, on va dire que sur cet objet-là, moi j'aime bien, on a développé un truc, enfin moi c'est ma petite théorie, je la sors tout le temps, la théorie des curseurs dans l'impact qui dit, et moi ma vision à moi c'est de dire, essaye de pousser à fond le curseur sur lequel tu es fort, enfin, sur lequel tu as un impact du coup, et jette un œil sur les autres. Tu vois, moi par exemple, je fais attention, mais j'assume le fait que je suis pas un très grand écolo. Enfin, je fais attention à ce que je fais, mais je me considère pas comme écolo parce que j'ai pas de bons impacts. Par contre, j'essaye de pousser mes autres curseurs et de jeter un œil là-dessus. Bref, pourquoi je te raconte toute ma vie Oui, c'est-à-dire que de dire peut-être que sur tel objet, ok, ton curseur sur l'environnemental, il sera moins ouf parce que ok, cet objet-là aura voyagé. Par contre, sociétalement parlant ou socialement parlant, il sera extrêmement fort parce que du coup, tu auras donné de l'argent à une boîte qui le mérite, etc. Par exemple, peut-être que arrêter de boire du café parce qu'il vient de loin, ok, ou alors boire du café qui est solidaire, qui fait vivre une population à un tel endroit, etc. Et c'est exactement ça, et j'aime beaucoup en fait la notion de curseur, comme tu dis, parce que voilà, c'est dur d'être parfait, c'est très dur de dire je suis irréprochable et de dire moi je consomme que local et tout, mais l'objectif c'est de le faire avec du bon sens et voilà, de se dire qu'est-ce qui est le plus important, c'est là où je peux faire le plus d'efforts. Et du coup, le faire. Et pareil, pour moi, c'est vraiment un équilibre entre les trois à trouver. Parce qu'il y a l'environnement, il y a le côté social, il y a le côté sociétal aussi. Et donc voilà, je pense que je suis d'accord avec toi. Le but, c'est de faire plein de petites actions, les cumuler. C'est ça, si chacun pousse son curseur sur lequel il est fort, un peu plus fort, déjà, il y a plein de trucs qui vont être très cool. Et en plus, c'est une bonne manière de le faire de manière assez agréable pour la personne. Typiquement, encore une fois, moi, j'aime pas me cacher, donc je ne me vois pas ne plus prendre l'avion parce que j'adore voyager dans le cadre de mon boulot et donc j'aime pas dire, je vais pas faire semblant de dire ok, je vais arrêter de voyager. Par contre, si je peux prendre le train, ok, je vais au moins à minimum poser la question. Donc ok, j'assume que c'est pas mon curseur fort et par contre j'essaye de faire un effort sur un autre curseur. Exactement, tout à fait. Trop cool. Après, je suis très admirative des personnes qui sont... Ouais, il y en a qui arrivent à être forts sur les trois, mais... C'est exactement ça. Et après, voilà, moi, je me dis que... Et puis, le plus important, c'est d'avancer. Déjà, le fait de conscientiser. D'en avoir conscience, d'avancer, et petit à petit, en fait, essayer de monter ce curseur-là sur les trois éléments. C'est déjà un vrai plus. Trop bien. Regarde, alors on en est où ? On a fait... c'était tellement intéressant. 1h13. 1h13. Écoute, Jihad, merci infiniment pour cette conversation. C'était vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Je suis très sincère. J'ai appris plein de trucs. Il y a plein de trucs que je croyais savoir, mais j'ai l'impression de les savoir un peu mieux grâce à toi. J'espère que les gens qui nous écouteront apprendront 2-3 trucs aussi. Merci pour tout. Merci à toi. Et j'espère que l'exercice t'a plu. Oui, c'était super intéressant. Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. Là, en regardant que ça fait 1h15... Peut-être couper les caméras et continuer pendant 2 heures. Voilà, quand on parle, j'ai pas du tout vu le temps passer, donc c'était très très intéressant les échanges, et donc merci beaucoup, et merci encore une fois d'avoir fait le déplacement à Paris. C'était un plaisir, puis j'en ai profité pour faire d'autres choses, et puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront sur The Tech Generation potentiellement, et à ceux aussi qui sont derrière les caméras et les micros pour nous aider à produire tout ça. À très bientôt, merci encore Gillian. Merci.